Un peu plus tard, Arthur se bat contre les gargouilles, et avec l'aide de ces nouveaux crocs incroyables, il a pu vaincre son ennemi. Et la dernière de la longue bataille, Arthur reçut ses 90 points d'expérience, son niveau passa de 20e à 21e, mais il réalisa soudain que les mimiques étaient des monstres vraiment puissants et qu'il n'aurait pas traité l'ennemi aussi rapidement avec une goule. Mais il s'aperçoit soudain que sa main est blessée. Et avec l'aide de sa compétence de régénération, il commença à guérir ses blessures et se rendit compte que les indicateurs physiques élevés, les griffes et les crocs, l'endurance, un grand nombre de compétences, et le corps est beaucoup plus fort que celui d'un humain. Et la prochaine évolution est au niveau 50. Et peut-être qu'il pourra enfin sortir de cet endroit. Mais tout de même, qui aurait pu penser qu'il verrait des monstres de rang si souvent et que des monstres de rang maximum D et moins vivaient dans cette zone. Mais maintenant, tout est à blâmer. Certainement la surpopulation des monstres. Celle-ci a commencé bien avant l'apparition de l'ogre dans le territoire des monstres de Baran. Si cela continue, des monstres vont remonter à la surface et terroriser la Terre la plus proche. Et le seul moyen de le restaurer est de vaincre le boss principal qui vit dans les profondeurs du donjon. Et combien de problèmes et qui sait combien de victimes il y aura si la surpopulation de monstres atteint son apogée. Soudain, Arthur entendit quelque chose derrière lui. Et il s'est alors rendu compte que ses pas n'étaient pas ceux de monstres, mais ceux de personnes. Et dans le groupe de 3 gars, il y avait Frank qui a commencé à dire qu'il n'y a aucun doute que la raison de l'apparition de l'Essaïm Kourgouli à ce niveau est la surpopulation dans les donjons. Son partenaire David lui a dit que si c'était le cas, il devait revenir et informer le maître de la guilde. Mais la jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Après tout, ils doivent vaincre le patron avant que le désastre ne commence. Mais en se cachant dans le coin, Arthur réalisa qu'il était Bleak, qu'il ferait mieux de sortir de cet endroit le plus vite possible, et que le niveau de C et S type était définitivement plus élevé que celui du groupe de sa sœur. S'il essayait de les combattre, il mourrait à coup sûr. Et en même temps, David a commencé à dire à ses camarades qu'il ne pensait pas qu'ils seraient seuls tous les 3 pour aller voir le chef du donjon. Mais leur chef a répondu que les chiffres pourraient finir par devenir incontrôlables et qu'ils n'auraient plus la possibilité d'y mettre un terme comme c'est le CA aujourd'hui. David demande à nouveau à son chef s'il est sûr qu'ils pourront faire face aux monstres locaux si le processus de surpopulation est enclenché. Il semble alors trop sûr de lui. Si la surpopulation commence, le niveau et l'apparence des monstres changeront et il serait stupide d'aller au boss sans aucune information. Mais Frank a décidé qu'ils seraient les premiers à obtenir des matériaux du patron et à les vendre à un prix élevé. Mais son partenaire s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'espoir. Et si ce lieu devient un refuge pour les monstres, de nombreuses personnes risquent d'en souffrir et les pertes seront importantes. Cela affectera non seulement leur économie, mais le chômage et la faim risquent d'apparaître. Et dans ces moments-là, on peut être fou. Après tout, ce sont des aventuriers et leur devoir est de protéger les gens, pour sauver toutes sortes de filles de divers monstres et détruire l'énorme danger qui guette les gens. Et c'est pour cela qu'ils devraient prévenir le plus tôt possible, mais le chef a continué à affirmer que la ville natale de Shali avait été détruite, et à cause de la surpopulation des donjons avoisinants, et le fait qu'ils ne peuvent plus laisser les choses en l'état, et que la même chose se produise soudainement. Arthur, qui a entendu cette conversation, se rend compte que cette fille est la même que lui, bien qu'il ait eu beaucoup plus de chance. Sa ville a pu être restaurée. Et le chef a continué à dire qu'il avait raison et qu'il ne fallait pas risquer leur vie. Mais s'ils partent maintenant, ils risquent de mettre en danger la vie de nombreuses autres personnes. Mais au même moment, l'un d'entre eux a commencé à tourner brusquement la tête derrière la pierre la plus proche et commença immédiatement à tirer sur la corde de son arc et à tirer dans la même direction. Et en un instant, la flèche vole près de la tête d'Arthur. Mais qui aurait pu penser qu'Arthur serait découvert? Et le gars qui tirait à l'arc a commencé à dire à son camarade que son habileté divine de l'œil du chasseur avait réagi à ces pierres et qu'il y avait vraiment quelqu'un là. Mais Arthur ne comprenait pas que s'il apparaissait sous cette forme, il devrait le combattre et il n'avait pas le choix maintenant. Il allait devoir utiliser ses nouvelles compétences.
Mais le chef était déjà prêt pour l'attaque et commença à dire à ses camarades que, sur son ordre, A et Pa tous ensemble allaient attaquer le monstre qui se cachait derrière les pierres. Et au même moment, Frank commença à crier à ses camarades d'attaquer. Mais Arthur avait presque achevé sa transformation. Et à ce moment-là, il a levé les mains et a commencé à dire au gars d'arrêter de l'attaquer parce qu'il est aussi un aventurier. Et soudain, Frank a vu un homme devant lui. Dites à Arthur qu'il leur a fait très peur. Mais David ne comprenait pas pourquoi il se cachait. Mais Arthur a répondu qu'il pensait qu'il s'agissait de bandits locaux et qu'après tout, ils savaient eux-mêmes ce qui se passait dans les donjons et qu'ils devaient être prudents. Mais David a tout de même remarqué quelque chose d'étrange, car à entendre la voix d'Arthur, il était un peu trop nerveux et il était suspect qu'il soit ici tout seul. Et regarde attentivement Arthur. David ne comprend pas. Doit-il l'abattre immédiatement ou le laisser partir? Mais le chef a vu qu'Arthur était en haillons et qu'il faisait vraiment preuve d'une prudence excessive. Et, au premier coup d'œil, il s'est rendu compte qu'Arthur n'était pas un simple aventurier. Mais soudain, Arthur se mit à réfléchir au fait qu'il pensait que s'il se réincarnait en personne, on le croirait immédiatement. Mais ces personnes se sont révélées moins simples qu'il n'y paraît à première vue. Et le fait qu'il ait eu recours à la transformation pour éviter les soupçons inutiles. Mais les choses se sont révélées beaucoup plus compliquées. Et soudain, le chef commence à dire à Arthur que David se comporte toujours de manière grossière avec les étrangers et qu'il ne devrait pas lui prêter attention. Mais le leader, immédiatement après ce qui a été dit, a commencé à penser que ce type qui est apparu devant eux n'était pas du tout blessé, et que c'est peut-être grâce à son habileté qu'il a posé une question. Et à en juger par ses vêtements sales, il est ici depuis plusieurs jours et, plus important encore, où se trouve son groupe et quel est son niveau. Il analyse probablement trop ce type, mais le scepticisme de David n'est peut-être pas si exagéré. Et Arthur a tout de suite compris que les choses allaient mal. S'il continuait à l'interroger, il ne pourrait pas trouver les réponses nécessaires à leurs questions. Et si cela continue, ils l'attaqueront tout simplement et il devra prendre l'initiative de les faire fuir et de s'enfuir. Mais pour l'instant, il ne comprenait pas très bien comment faire ce qu'il fallait et ce qu'il fallait faire. Mais soudain, la fille s'est mise à courir vers le Cartor et lui a dit qu'il y avait une surpopulation de monstres dans ce donjon et qu'on ne pouvait pas s'y promener seul, et qu'il allait bien. Eh bien, Arthur ne savait pas comment lui répondre car elle était apparue si soudainement à côté de lui et le fait que cette fille n'avait pas du tout peur de lui. Et David a immédiatement commencé à dire à son partenaire de s'éloigner de ce type parce qu'il pourrait s'agir d'un voleur. Mais la jeune fille lui a répondu qu'il n'y a pas de personne absolument mauvaise et qu'à plus forte raison, d'un seul coup d'œil, on peut déterminer s'il s'agit d'une personne mauvaise ou non. Mais David pensait toujours qu'elle était la même idiote naïve qu'elle était et qu'elle restait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à poser des questions à Arthur. A-t-il vraiment pénétré seul dans le donjon et où était son groupe? S'il est seul, elle et son groupe peuvent le faire sortir d'ici. Mais au même moment, Arthur a crié que ce n'était pas la peine et a commencé à se retourner et à s'enfuir rapidement dans une autre direction. Et le chef du détachement commença à dire à David de baisser son arc. Mais la jeune fille, qui se tenait au même endroit, ne comprenait pas pourquoi il s'était enfui et ne savait pas si tout irait bien pour lui. Mais David a commencé à dire à la jeune fille qu'elle était trop confiante. N'importe qui peut la tromper. Mais soudain, la jeune fille, qui tourna la tête, commença à dire à David de ne pas dire de telles choses, car même s'il avait l'air étrange, elle ne voulait pas le juger uniquement sur son apparence, et il était ici complètement à cause de la surpopulation dans le donjon, il pouvait avoir des ennuis. Mais soudain, le leader lui a répondu que c'était peut-être le CS, mais qu'elle avait agi trop imprudemment et qu'il aurait pu l'attaquer. Il avait beaucoup de questions à poser à ce type, car il pouvait n'être qu'un criminel qui le tenait à l'écart de la ville. Mais la jeune fille pensait tout de même qu'il n'était pas du tout une mauvaise personne. Les combats entre personnes dans un donjon sont dangereux pour les deux parties. Et même s'il s'agit d'un criminel, il ne faut pas le poursuivre pour déclencher une bagarre, a décidé le leader. Et David Costia est prudent, mais il ne doit pas montrer immédiatement ses véritables intentions à l'ennemi. Et dans cette situation,
Aucune des parties opposées ne pouvait faire le premier pas, mais grâce à la gentillesse de Shelly, le gars s'est senti gêné et s'est enfui. Et en plus, elle a facilement enlevé la tension qui volait dans l'air. La méfiance et la prudence sont des qualités importantes pour tout aventurier, mais la foi de Shelly dans les gens est également très importante pour un aventurier. Et ce type s'est quand même échappé. Ils doivent maintenant décider de ce qu'ils vont faire, continuer leur chemin ou se retirer dans la ville, et c'est David qui aura le dernier mot. Mais David se met soudain à réfléchir car il ne comprend pas très bien comment il peut résoudre cette situation. Et bien qu'il soutienne les idéaux du leader et qu'il n'ait pas pensé aux sentiments de Shelly, il avait peut-être raison. S'ils veulent jouer les héros, le drapeau sera entre leurs mains dans une situation critique, ils pourront s'échapper dans tous les cas, et après avoir entendu ce que Shelly a entendu, elle s'est mise à rayonner. Le chef a immédiatement sauté sur David, l'a serré dans ses bras et a commencé à dire qu'il s'était avéré être un bon gars. Mais David répondit qu'en cas de danger, il s'en servirait comme d'un bouclier de viande et qu'il devait s'en souvenir. Mais Shelly a commencé à dire que tout irait bien, qu'ils formaient une équipe solide et qu'ils s'en sortiraient. Et désormais, ils mettront tout en œuvre pour remporter la victoire. Et que la tragédie du donjon appartient déjà au passé. Et Shelly a décidé que cela ne se reproduirait plus. Et elle ne permettra jamais que se reproduise le désastre qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, Arthur a couru très loin de ces gars, et à ce moment-là, il a décidé de s'arrêter pour reprendre son souffle. Mais soudain, il se demanda, n'était-il pas trop méfiant et pourquoi ne le poursuivait-il pas? Après tout, je me souviens de cette conversation avec la fille qui m'a dit qu'on ne pouvait pas traverser le donjon tout seul et qu'il allait bien. Et le fait qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été traité avec autant d'attention. Et il est mort il y a plus d'une semaine et s'est transformé en monstre. Et son équipage l'ont laissé pour mort dans les colombes du donjon. Et il parlait du boss qui se trouvait dans les profondeurs du donjon, et Arthur ne comprenait pas qu'ils allaient vraiment l'attaquer à trois et qu'ils avaient l'air beaucoup plus petits que le groupe de sa sœur. Mais les trois ne pourront pas faire face au patron, et maintenant il ne devrait pas s'inquiéter pour eux parce que ce n'est pas son problème. Et le fait que cette fois-ci, Arthur a réussi à s'échapper. Mais s'il les rencontre à nouveau, il devra désormais se battre. Et ils sont venus au donjon confiants dans leurs capacités, et, contrairement à lui, il ne leur causerait que des problèmes. Et encore plus sous sa forme humaine, il est sacrément faible et s'il montre sa véritable apparence et ne l'attaque pas. Et dans ces moments-là, on peut devenir fou, et il faut beaucoup de temps pour protéger les gens. Mais Arthur a tout de même beaucoup réfléchi. Par conséquent, il n'a pas pu trouver la bonne décision sur ce qu'il fallait faire dans ce cas. Et peu de temps après, David était prêt pour le combat et il vit qu'une grande sensation l'envahissait à la vue de celui qui se tenait devant lui, car c'était le propriétaire de ce donjon. Et les dirigeants ont commencé à leur dire d'être convaincants car c'est leur plus grand adversaire. Et celui qui se tenait devant eux était le roi des gargouilles du 30e niveau. Et au même moment, il ouvrit son 3e œil et commença à grogner fortement en direction des aventuriers. Dès que Shelly a levé la tête vers la fenêtre de notification, elle a vu que le roi des gargouilles était de niveau 30, plus élevé que CE à quoi il s'attendait. Mais elle ne peut pas se permettre de reculer. Et soudain, le chef a commencé à dire qu'il attaquerait en premier et que Shelly devrait attaquer après lui. Et maintenant, ils ne peuvent plus s'éterniser face à un ennemi dont le niveau est supérieur au leur et ils doivent agir très vite. Et, avec l'aide de sa compétence de chef, a commencé à attaquer le boss avec une vague tranchante. Mais le boss du donjon a immédiatement pu repousser son attaque. Le chef n'en croyait pas ses yeux, car il était capable de refléter sa compétence avec une telle facilité. Mais immédiatement après, le leader a commencé à poursuivre l'attaque parce que le monstre s'était ouvert. Mais dès qu'il l'a frappé plusieurs fois, il a été surpris de constater qu'il ne pouvait même pas l'égratigner. Et immédiatement après le chef, Shelly a également commencé à attaquer le patron. Et soudain, elle se rend compte que même si le niveau est élevé, elle n'est pas si rapide et qu'elle n'a pas d'égal dans le combat à l'épée, car avec l'aide de sa compétence de princesse de l'épée, elle pourra augmenter son talent d'escrimeuse. Et brandit son épée. Elle se rendit compte que la patronne s'était à nouveau ouverte. C'est ainsi qu'elle a pu le frapper en plein dans les côtes.
mais elle a soudain le sentiment qu'elle ne lui a causé aucun dommage. Et au même moment, David a commencé à utiliser son arme et à tirer une flèche en direction du boss du donjon. Mais dès que la flèche a volé et s'est écrasée sur le boss, elle s'est soudain effondrée en petits morceaux. Puis il réalisa qu'il n'y avait aucune chance et que ses flèches étaient également inutiles contre un tel ennemi. Et ce monstre a une grande défense mais une faible vitesse. Ce monstre est définitivement trop dur pour eux et il est impossible de l'endommager avec une épée ou des flèches en raison de sa défense élevée. Et si c'est le cas, la seule façon de le vaincre est de le viser droit dans les yeux. Mais soudain, le boss du donjon commença à lever son énorme patte et à brandir son épée vers le groupe d'aventuriers. Et de son élan, il vise directement le chef de ce détachement. Mais après avoir bloqué son coup, le chef commence à réfléchir à la manière de procéder. Un étrange pentagramme est apparu près de lui, qui s'est mis à briller de plus en plus fort. Et le chef s'est alors rendu compte que la situation était très mauvaise, car le Seigneur de la Terre possède aussi des pouvoirs magiques. Et avec l'aide de sa compétence rugissement de feu, le maître commença à attaquer les aventuriers de plus en plus fort, à cause de laquelle une énorme vague de feu a projeté le chef de file. Et dès qu'il reprit ses esprits, il commença à regarder ses mains, blessées par le feu. Mais au même moment, il tourne la tête pour voir si sa partenaire Shelly va bien, mais il voit qu'elle semble perdre confiance en elle à chaque seconde, et serra son épée encore plus fort. Le chef a décidé que s'il montrait de la faiblesse, la fin viendrait pour eux tous et qu'ils ne pouvaient plus reculer. Et à l'aide de sa compétence d'onde tranchante, il continue d'attaquer le boss au sol. Mais ils doivent maintenant attaquer le plus vite et le plus fort possible. Et se retrouvant dans les flammes de son ennemi, le chef du groupe endure toute la douleur pour lui infliger rapidement de plus en plus de coups. Mais soudain, Shelly remarque que son chef Frank commence à se montrer agressif. Et juste comme ça, le chef du donjon lui-même a remarqué que ses adversaires se déplaçaient plus vite et plus fort qu'avant. Et c'est à ce moment précis que le chef du groupe a décidé d'utiliser son coup le plus fort et de décapiter son adversaire. Et dès que le chef du donjon est distrait, Frank a commencé à crier à David d'agir maintenant. Mais David a tiré à l'arc et a commencé à dire à Frank qu'il agissait de manière trop agressive. Et au même moment, la flèche vole et se plante directement dans le troisième œil du boss du donjon. Le chef s'en rendit compte et réalisa que tout se déroulait comme prévu et qu'ils étaient enfin en mesure d'attaquer complètement le boss du donjon. Mais dès que Frank a relevé la tête, il a vu quelque chose d'étrange devant lui. Et le fait que cet énorme monstre s'est mis à briller d'un rouge vif et à devenir de plus en plus agressif. Soudain, l'épée de Frank lui échappe des mains, et il a commencé à voler sur le côté et à ressentir une énorme douleur dans son corps. Mais au même moment, il commence à perdre connaissance, et David a commencé à crier à la fille Shelly d'oublier Frank et de s'enfuir. Mais le boss du donjon qui se tenait à côté du chef était prêt à l'achever. Et Shelly, qui regardait cela les larmes aux yeux, a commencé à crier à Frank de se réveiller, et s'est placée devant lui. Elle était déjà prête à accepter toute cette puissance qui se tenait devant elle. Mais David, comme il était archer, resta en arrière et commença à se fâcher parce que Shelly ne l'écoutait pas. Mais Shelly était également fatiguée après une longue bataille, et elle se rend compte qu'elle ne peut pas empêcher Frank de faire cette attaque inconsidérée et qu'elle ne peut donc pas le laisser mourir ici. Et elle savait qu'elle devait courir, mais elle n'y arrivait pas. Et au même moment, elle a commencé à pardonner à David parce qu'il ne voulait pas s'en prendre à ce monstre. Mais David, lui aussi gravement blessé, a commencé à parler de sa compagne pour qu'elle ne dise pas de bêtises. Mais David n'allait blâmer personne pour cela, car il avait lui-même pris la décision de se battre, et elle ne devait donc pas se blâmer elle-même. Mais soudain, il tourne la tête et voit que David a lui aussi perdu connaissance. « Eh bien, monsieur, je ne voulais pas les laisser en vie, et j'ai commencé à brandir mon énorme épée. » Et Shelly était déjà prête à dire adieu à sa vie. Mais soudain, elle entend quelqu'un courir vers eux et s'emparer de l'épée du chef. Et au même moment, on entendit un grand bruit d'épée. Mais dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a réalisé qu'elle était encore en vie. Arthur, en face d'elle, qui a retenu l'attaque du boss du donjon, commence à dire qu'il ne peut pas rester là à regarder les autres mourir. Et se tournant vers le chef du donjon, Arthur dit qu'il est maintenant son adversaire.
Et dès que Shelley a vu qu'Arthur avait résisté au coup d'un énorme monstre, elle a été complètement choquée. Et dès qu'elle a pu voir Arthur, elle a compris qu'il s'agissait du type qu'ils avaient rencontré récemment dans le donjon. Et c'est à ce moment-là que David a repris ses esprits et a commencé à demander à Arthur pourquoi il était venu les chercher. Mais dès qu'Arthur a entendu ces mots, il a lui-même commencé à réfléchir à la raison de sa présence ici. Mais il y a quelques heures, Arthur, assis au fond de la grotte, pensait qu'il était trop risqué de les suivre. Il comprendrait rapidement qu'il est un monstre et qu'il doit les combattre. Mais Arthur lui-même ne comprenait pas très bien ce à quoi il pensait. Et maintenant il doit prendre son courage à deux mains et aller aider ces gens. Après tout, la question n'est pas de savoir ce qui est juste, mais comment il veut agir lui-même. Et c'est pourquoi il a lié sa vie aux aventuriers. Même s'il n'avait aucun talent ou compétence utile et qu'il rêvait de pouvoir un jour combattre des monstres tout en protégeant des innocents. 6 personnes risquent leur vie pour sauver des millions de vies, et pourquoi devrait-il les abandonner? Et Arthur s'est immédiatement rendu compte qu'il pouvait aider ces personnes et qu'il ne serait pas un fardeau pour elles. Et dès que leurs lames se rencontrèrent, un bruit sourd se fit entendre. Arthur a soudain réalisé qu'au moins ces gars étaient capables de blesser le boss du donjon. Mais leur différence de niveau était tout simplement colossale. Après tout, le niveau du roi des gargouilles était maintenant de 30, et le niveau d'Arthur n'était que le niveau 21. Et dès que le roi des gargouilles frappait à nouveau avec son énorme épée. Et après cela, le roi commença à porter plusieurs autres coups, et Arthur dut reculer. Et il s'est alors rendu compte qu'il ne pouvait pas faire face à ce monstre tout seul. Et maintenant, ils doivent s'enfuir d'ici immédiatement. Mais en tournant son regard vers le chef qui gisait sur le sol, inconscient, il se rendit compte qu'il n'était plus en état de bouger. Après tout, l'autre gars et la fille pouvaient à peine se tenir debout. Et regarde le roi, il se rend compte qu'ils l'ont un peu battu et qu'ils n'ont pas pu le blesser autant, même s'ils l'ont blessé à la tête et à l'œil sur le ventre. Le boss lui-même est très fort, mais sa principale faiblesse est son estomac, et vous devez le viser. Et dès que le roi a frappé Arthur quelques fois de plus. Au même moment, le roi se mit à sourire d'une manière étrange. Après tout, son attaque suivante a pu blesser immédiatement Arthur. Et la jeune fille à la carapace qui se tenait derrière Arthur vit qu'il avait reçu une blessure mortelle. Et tous n'arrivaient pas à comprendre comment Arthur pouvait tenir debout après cela. Mais Arthur était déterminé et a réussi à survivre. Après une telle attaque, ses yeux se mirent à briller de colère pour un tel coup. Mais le roi du donjon commença à grogner très fort et à attaquer plus loin qu'Arthur. Bien qu'il soit distrait, Arthur sait qu'il est plus fort qu'il n'y paraît à première vue. Et en balançant son épée, il a quand même réussi à blesser le roi des gargouilles en plein dans les yeux, au niveau de l'estomac. Le roi commence alors à balancer ses épées dans différentes directions, ce qui fait reculer un peu Arthur. Mais malgré tout, Arthur commença à soigner sa blessure à l'aide de sa compétence de régénération et il comprit que le mimique avait un corps très solide et qu'avec la régénération, il ne pourrait pas être tué facilement. Et le deuxième tour contre le roi des gargouilles va commencer. Et alors qu'Arthur est prêt à l'attaquer, le roi active soudain sa compétence rugissement de feu. Et en remarquant cela, Arthur se rendit compte qu'il avait lancé la magie du feu directement sur lui-même. Et en sautant sur le côté, Arthur se rend compte qu'il n'arrivera certainement pas à l'approcher et qu'il doit maintenant trouver un nouveau plan. Mais après avoir fait quelques sauts supplémentaires d'un côté à l'autre, Arthur se rend compte qu'il a été conduit dans une impasse et qu'il doit maintenant trouver quelque chose, sinon il mourra sur place. Après tout, le roi des gargouilles était déjà en train de brandir son énorme épée pour achever son adversaire. Et en voyant cela, Arthur comprit qu'il ne pourrait pas se soustraire à une telle attaque. Et la jeune fille Shelley, qui observait la scène, comprit qu'il allait maintenant passer à l'action. Et au même moment, un éclair lumineux est apparu qui a illuminé tout ce qui se trouvait dans la grotte. Et au même moment, la main d'Arthur est visible et peut saisir l'épée de l'ennemi. Mais le roi des golems était furieux qu'Arthur ait pu arrêter son attaque. Mais Arthur lui-même, en face de lui, savait qu'il ne pouvait pas en finir avec lui. Et à la même seconde, Arthur donna un coup d'épée et réussit à la planter en plein dans le troisième œil des monstres qui se tenaient devant lui.
Le roi des golems commença alors à ressentir une énorme douleur à l'estomac. Et la jeune fille Shelley n'en croyait pas ses yeux. Arthur était capable d'arrêter l'ennemi et même de le blesser. Et au même moment, elle se demanda qui il était. Mais le roi des gargouilles recommença à activer sa compétence de feu. Et au même moment, Arthur a eu du mal à s'en sortir car le feu a traversé l'épée jusqu'à sa main. Et il a commencé à ressentir d'énormes douleurs dues au fait qu'il avait trop chaud. Mais dès qu'il regarda son adversaire, il vit que le roi des golems donnait un nouveau coup d'épée gigantesque, mais Arthur put esquiver. Et le fait que le roi des golems n'était pas si simple. Et le fait qu'il lui ait infligé une blessure mortelle et qu'il puisse encore rester debout et se battre. Bien que le roi des golems ait été blessé à plusieurs reprises, il continue d'attaquer Arthur, qui sauta d'un côté à l'autre et se rendit compte qu'il ne pouvait pas l'attaquer en retour, et grâce à la régénération, il put l'attaquer sans être blessé par le rideau de feu sur son mana, qui était presque nul. Et maintenant tout va très mal. Non seulement il ne peut pas utiliser la régénération, et à ce rythme il ne pourra pas utiliser la transformation, mais cet idiot de pierre est presque à bout de force. Et l'on saura désormais lequel d'entre eux s'éteindra le premier. À cause de cette couverture, Arthur n'a pas pu s'approcher trop près du roi et s'il se transforme à nouveau en monstre, cela ne fera qu'effrayer ses gens. Mais certainement pas le roi. Et aujourd'hui, c'est tout simplement l'impasse. Mais quelques secondes plus tard, le roi des gargouilles a de nouveau plaqué Adam contre le mur. Il n'avait nulle part où s'habiller. Il est resté immobile et n'a pas su où se retirer. Et les autres ont commencé à comprendre que s'il ne faisait rien, ce type mourrait tout simplement. David, à peine allongé sur le sol, commence à tendre peu à peu son arc. Mais dès qu'il y est parvenu, il l'a serré dans sa main et a commencé à le soulever. Et après tout, David n'avait pas envie de rester redevable à quelqu'un, et maintenant il criait à Arthur pour qu'il n'ose pas mourir. Et aussitôt, il décocha sa flèche en direction du roi des gargouilles. Arthur s'en aperçoit et tourne la tête. Il ne comprend pas où il veut en venir. La flèche est restée plantée juste au-dessus de la tête du roi des gargouilles, et d'énormes pierres se mirent à tomber directement sur sa tête. Le roi des gargouilles commença alors à ressentir une énorme douleur à la tête. En remarquant cela, Arthur se rend compte qu'il a réussi à frapper la tête et que c'est maintenant l'occasion d'attaquer le roi. Et ayant rassemblé toutes ses forces, Arthur brandit à nouveau sa lame et réussit à blesser le roi des gargouilles en plein dans son troisième œil, situé sur son estomac. Et c'est pourquoi le roi des gargouilles se mit à grogner très fort. Et avec toute sa colère, il a quand même retiré l'épée de son point vulnérable. Mais Arthur n'a pas tout à fait compris car il l'a frappé à un endroit faible, mais il est resté debout sur ses deux jambes. Et il doit l'arrêter maintenant pendant qu'il est vulnérable. Mais avec une forte attaque, il fait tomber son épée, mais pour la ramasser, il doit s'approcher du roi. Arthur se rend compte qu'il n'a pas le choix et qu'il va devoir l'attaquer à main nue. Et, se baissant de sa place, il se mit à voler droit vers le roi des gargouilles. Et pendant qu'il était en l'air, il a fait un signe de la main en criant que maintenant tout serait fini. Et de toutes ses forces, il frappa le roi en plein dans son point faible, les yeux sur le ventre. C'est pourquoi, après un tel coup, son estomac s'est mis à briller d'une couleur éclatante. Et bien sûr, à la fin, le roi des gargouilles a quand même réussi à tomber par terre et Arthur a réalisé qu'il avait finalement réussi à le vaincre. Du fait que le seigneur de la terre de niveau 30 a été vaincu, Arthur a reçu sa récompense de 630 points d'expérience, son niveau a été augmenté de 21 à 25. Les donjons sont des lieux qui attirent les monstres, créant ainsi un endroit merveilleux où ils peuvent vivre, et le Seigneur de la Terre est le tout premier monstre qui s'est installé dans les profondeurs du donjon et qui est devenu une sorte de source pour tous les autres monstres et une source d'énormes pouvoirs magiques. Et maintenant le boss est mort et la surpopulation va s'arrêter pour un certain temps, la hiérarchie des monstres dans son complexe résidentiel va commencer à changer et tout va revenir à la normale. La question reste de savoir si ces gars ont vu ces conversions partielles lors de son combat avec les gargouilles. Mais David comprit alors qu'il n'y avait aucun doute. Ce type les avait sauvés, et tous les trois, aventuriers entraînés, n'avaient pas pu faire face au chef du donjon, et il avait été capable de le vaincre seul,
lui assénant même le coup final à main nue. Et maintenant, il se demandait qui il était. Mais Arthur, debout au même endroit, a commencé à regarder la fenêtre de notification et a vu qu'il avait si bien augmenté le niveau grâce à cette bataille, et il a sauvé les gars de l'Amérique, et tout s'est bien passé. Et il s'est encore rapproché du stade d'une nouvelle évolution. Mais soudain, Shelley commence à s'approcher d'Arthur et à lui dire qu'elle lui est reconnaissante de les avoir sauvés et que, sans lui, ils auraient perdu. Mais Arthur ne savait toujours pas qu'elle s'approcherait de lui aussi brusquement, et il commença à obscurcir sa fenêtre avec un avis pour qu'elle ne voie pas qu'il appartenait à la race des monstres. Et elle a continué à dire qu'il pouvait se présenter sous son nom. Arthur a soudainement attiré l'attention sur sa fenêtre de notification et a vu combien de mana il lui restait. Mais il s'est avéré que sa mère était presque à 0, et un peu plus, et il redeviendra un monstre et il doit maintenant s'enfuir le plus vite possible, jusqu'à ce que les gars s'en aperçoivent. Mais la jeune fille lui tendit tout de même la main et décida de lui demander à nouveau son nom. Eh bien, Arthur a compris que les choses allaient mal parce qu'elle ne devait pas le voir sous cette forme et qu'il ne pouvait plus maintenir cette forme, et il a commencé à s'enfuir très vite. Mais la jeune fille ne pouvait toujours pas comprendre qu'elle avait mal agi. Après tout, ce type s'est à nouveau enfui dès qu'elle a commencé à lui parler. Et David, qui se tenait derrière, ne comprenait pas pourquoi ce type était si étrange. Et le fait qu'il n'a même pas pris la récompense du patron, mais s'est simplement enfui. Et le fait que cet œil est la preuve que la surpopulation dans les donjons a été stoppée et qu'il a reçu une énorme somme d'argent pour cela. Mais la jeune fille s'est aussi rendue compte qu'il n'avait pas accepté le prix, qu'il n'avait même pas dit son nom et que c'était une personne très modeste. Mais David n'arrivait pas à croire à l'existence de tels imbéciles, à ce qu'il faisait ici, seul, et à la façon dont il avait pu guérir ses blessures mortelles. Se pourrait-il que l'énergie du donjon affecte vraiment les gens de cette façon? Mais le chef de l'équipe a commencé à reprendre ses esprits et à dire à David qu'il pensait à nouveau beaucoup. Mais dès que David s'est retourné et qu'il a vu que son chef était vivant, il n'a pas été très content. Mais Frank a commencé à dire que ce type ne les avait pas abandonnés et leur avait sauvé la vie et qu'il était inutile de chercher un motif caché, qu'il les avait sauvés et qu'il avait décidé de partir et que c'était son droit. Et c'est à ce moment précis que David s'est rendu compte qu'il avait raison après tout. Et immédiatement après, il a commencé à approcher le roi pour obtenir la récompense. Et dès qu'il a commencé, le leader a commencé à lui dire d'agir avec prudence, de ne pas se précipiter et de voir l'œil avec attention. Mais Shelley ne comprend toujours pas et commence à demander à ses camarades s'ils sont sûrs de ne pas avoir tué ce monstre. Mais le chef lui répondit qu'ils auraient besoin de cet œil comme preuve que ce donjon n'était plus dangereux. S'ils rencontraient à nouveau ce type, il lui offrirait une meilleure récompense de la part de la guilde. Mais soudain, la jeune fille y réfléchit. Se retrouveront-ils avec ce type qui l'a déjà fui 2 fois? Mais à ce moment-là, Arthur a compris que si j'en avais donné un peu plus, l'action de la compétence se serait terminée sous leurs yeux, et il aurait tenu un peu plus longtemps. Mais l'utilisation fréquente de la régénération lui a fait dépenser une bonne quantité de mana. Mais la bonne nouvelle était qu'il était maintenant au 25e niveau et qu'il avait maintenant 36 points de mana. Si la réincarnation dépense une unité de mana en 1 minute, alors elle peut tenir plus de 6 heures. Si l'homme n'est pas en mesure de restituer la moitié de la manne, il aura besoin de linge, et si c'est le Sia, il pourra s'abriter et vivre avec les gens du village. Et pourra enfin voir sa sœur, qui se repose maintenant à la maison et ne pense qu'à l'endroit où est parti son stupide frère. Et vous devez essayer de sortir du donjon afin de tester sa théorie. Et au même moment, dans la ville du royaume de Libur, une guilde d'aventuriers, une foule immense s'est rassemblée autour du chef d'un petit détachement et a commencé à lui demander s'il s'était occupé de la surpopulation de monstres dans le donjon de l'Ouest et que c'était lui qui avait vaincu le boss du donjon avec seulement 3 d'entre eux. Mais Frank commença à dire que c'était la pure vérité, car c'était la première fois qu'il voyait un boss d'un tel niveau, et s'il n'avait pas été là, le donjon de l'Ouest se serait transformé en un nid de monstres.
Mais le maître de guilde Hans lui a dit qu'il était difficile de croire que seuls 3 aventuriers avaient pu vaincre le boss du donjon. Ce à quoi Frank a répondu qu'il n'était pas 3. Mais Hans ne comprend pas tout à fait ce que Frank veut dire. Mais soudain, Shelly s'est mêlée à la conversation et a commencé à dire que dans le donjon, ils avaient rencontré un garçon qui les aiderait à vaincre le patron. Hans ne comprenait pas si elle voulait vraiment dire cela grâce à l'aide d'un garçon. Et au même moment, se retournant, elle dit qu'apparemment, Shelly a été interrompue dans le donjon pendant trop longtemps et que son esprit a été obscurci par des miasmes magiques. Mais Shelly n'en démord pas et affirme que c'est vrai et qu'elle a vu de ses propres yeux un garçon aux cheveux gris et à la peau pâle, au regard menaçant et portant un masque sur la tête. David, qui se tenait derrière elle, commença à penser qu'elle le louait trop. Après tout, il avait des joues flasques, un regard sans vie, une aura effrayante et une peau douloureusement pâle. Et au même moment, David s'est retourné et a dit à Shelly qu'elle le surestimait, mais qu'elle avait encore son tour. Se tournant vers lui, elle lui a dit qu'il dépréciait ses mérites. Mais Frank a soudain commencé à dire que Shelly le décrivait peut-être de façon trop colorée, mais que sans ce garçon, il n'aurait pas quitté le donjon vivant. Mais le maître de la guilde, qui se tenait à proximité, a déclaré qu'il ne pouvait pas les croire sur parole. Mais au même moment, Frank a sorti l'œil du chef du donjon et a dit « Celui qui parle de foi aveugle lui a apporté l'œil du roi des gargouilles. C'est une drôle de preuve. » Et les autres gars ont soudainement repris leurs esprits, et vous n'avez pas vu que vous émaniez de ce sac, sans aucun doute, une forte énergie magique, et donc cela signifie qu'il les a vraiment aidés et ne leur a même pas enlevé la récompense. Mais les autres aventuriers qui se trouvaient à proximité n'arrivaient pas à croire qu'ils pouvaient vaincre un tel boss sans même prendre la récompense, et c'est absurde. Et pourquoi aurait-il l'air d'avoir beaucoup d'argent? Mais d'autres aventuriers pensaient qu'il s'agissait peut-être simplement d'un fou du village et, plus probablement, d'un amateur de coups de poing. Et Shelley continua à penser qu'il s'agissait probablement d'un garde du corps de la famille royale qui s'était inventé dans le donjon afin d'aiguiser ses compétences sur les monstres locaux et qu'il avait l'air d'un homme d'une famille noble et certainement pas d'un vrai. Le chef a dit qu'elle était déjà en plein rêve éveillé. Et maintenant, à cause de son histoire malheureuse, tout le monde le considère comme le fou du village. Dans cette foule immense se tenait la sœur d'Arthur qui commençait à réfléchir à la manière d'éliminer un boss de ce niveau. Ce type doit être un combattant incroyablement expérimenté, et le donjon de l'Ouest est l'endroit où elle a vu son frère pour la dernière fois. Et c'est ici qu'un inconnu lui a sauvé la vie face à un ogre féroce. Et c'est ainsi que le boss lui-même a été vaincu. Et maintenant, la hiérarchie du donjon va changer. Les monstres vont s'affaiblir et ce donjon ne représentera plus une menace importante. Il faudra attendre plusieurs années avant la naissance du nouveau boss. Et maintenant, cet endroit sera beaucoup plus sûr qu'avant et elle pourra à nouveau partir à la recherche de son frère disparu. Et un peu plus tard, Frank commença à dire à ses camarades que c'était la récompense promise et que pour une telle montagne d'or, il valait la peine de risquer leur vie. Mais David a dit que la moitié de l'argent serait dépensé pour le traitement, l'achat de nouvelles armes, d'armures et aussi pour le loyer. Et cette montagne d'or en valait-elle vraiment la peine? Mais Shelley pensa soudain à ce qu'il ferait de la part du garçon. Mais Frank répondit qu'il s'était lui-même enfui et qu'il avait donc refusé la récompense. Et pour commencer, il fallait diviser cette montagne d'or en 3 et, tendant le sac d'or à David, il dit qu'il le ferait. Et Frank a tendu un autre sac en disant que c'était son cadeau pour Shelley. Mais elle n'a soudain plus compris pourquoi il lui donnait cet argent. Mais Frank lui a répondu qu'elle voulait retourner dans son pays d'origine. Et le fait que le chemin ne sera pas facile. Elle devrait donc être plus prudente. Et au même moment, elle s'incline devant son chef, le remerciant de l'avoir aidé. Et elle le remerciera certainement au décuple. Ce à quoi Frank a répondu qu'il la prenait au mot. Et Shelley salue ses amis. Le chef de leur équipe, Frank, ainsi que David, lui ont dit au revoir. Mais soudain, David a commencé à dire à Frank qu'il s'agissait de dons qu'il recevait de l'Église en tant qu'orphelin ayant perdu ses parents pendant les monstres,
et qu'il ne pensait pas qu'il gaspillait cet argent parce que Shelley avait découvert qui le lirait pour une telle stupidité. Frank a répondu que chaque année, le nombre de donjons surchargés augmente de manière significative, et les scientifiques pensent que dans des centaines d'années, leur royaume se transformera en un immense nid de monstres. 6 dons ne valent donc rien. Peu importe les efforts déployés pour débarrasser le donjon des monstres et aider les gris qui ont souffert des monstres, tout se résume finalement à une seule chose. Et seuls les gens sont idiots par nature et font même des choses insignifiantes. C'est ce qu'a fait David, sans les jeter à la merci du monstre. Mais soudain, David se demande s'il sait où il a envoyé Shelley dans la ville qui a souffert de la surpopulation de monstres dans la ville détruite de Field. Shelley devrait l'oublier, mais elle y revient encore et encore. Mais en même temps, Arthur détruisait les monstres du donjon, le pompage de son niveau, le plus haut, car son rêve était de se transformer rapidement en humain et de s'en sortir. Dès qu'il a reçu ses 36 points d'expérience, il a passé toute la journée à débarrasser le donjon des monstres restants dans l'espoir d'augmenter au moins un peu son niveau. Mais il s'est avéré que cela ne l'a pas aidé. Et le fait qu'après la mort du chef, les nouveaux monstres ne naissaient plus dans le donjon et que dans quelques jours un groupe viendrait chercher des ingrédients sur les cadavres des monstres, il n'avait plus de raison de rester ici. Et le fait qu'Arthur a cherché des monstres dans tout le donjon pour augmenter son niveau et qu'avant il ira au village voir les gens. Il voulait augmenter un peu son niveau pour augmenter la quantité de mana, puisqu'il pouvait utiliser la transformation pendant beaucoup plus longtemps au niveau actuel dans la ville, mais il ne le peut pas. Et son objectif initial est de retourner à la capitale auprès de sa sœur. Cependant, il y a trop de monde. Et derrière l'obscurité du donjon, il pouvait cacher ses crocs et ses ecchymoses, mais dans la capitale, cela ne marchera pas. Et puisque c'est le SIA, Arthur commence néanmoins à réfléchir à l'endroit où il serait préférable qu'il s'installe. Mais à ce moment-là, l'un des aventuriers commença à dire qu'il n'irait jamais dans la ville de Votfield et qu'il ne s'y rendrait pas pour de l'argent. Mais l'autre ne comprenait pas pourquoi cette ville était si mauvaise, ce à quoi l'autre a répondu qu'il plaisantait vraiment et qu'il ne savait pas ce qui s'y passait. Et le fait qu'après l'attaque des monstres, cette ville est devenue une véritable ville fantôme. Même s'il y a des flots de monstres, des vols et des meurtres, personne de sensé n'ira dans cette foutue ville. Et l'anarchie règne dans cette ville. L'apparition d'Arthur à cet endroit ne soulève donc pas beaucoup de questions. Le jour, il porte une cape avec un capuchon pour cacher ses crocs et son teint pâle. Et il pourra séjourner dans un hôtel et restaurer son mana à l'abri des regards pour redevenir un humain. Et grâce aux ingrédients, il pourra gagner un peu d'argent, ce qui lui permettra de se loger. Et la prochaine étape d'Arthur est la ville de Hautfield. Et bientôt Arthur arrive dans la ville. Et dès qu'il y fut, il commença à penser que cette ville était devenue un refuge pour les rebuts de la société après une attaque des monstres du donjon. Et il y a des rumeurs selon lesquelles il s'agit de l'une des villes les plus dangereuses de leur pays. Cependant, des personnes y vivent encore. Et grâce à sa réincarnation, il pouvait enfin aller vers les gens et personne ici ne le regardait. C'était un tel bonheur. Cependant, la prudence ne lui fera pas de mal, et il s'est d'abord rendu compte qu'il devait acheter des vêtements fermés et qu'il ne devait pas non plus faire de grands sourires, sinon on remarquerait ses crocs. Et maintenant, il est capable de maintenir la transformation pendant environ 6 heures. Et jusqu'à ce qu'il se transforme en monstre, il doit trouver un hôtel bon marché où, la nuit, il pourra restaurer son mana, mais il doit d'abord jeter un coup d'œil au siège de la guilde. Et dès qu'il découvrit le panneau qui annonçait qu'il s'agissait du siège de la guilde et est retourné à l'intérieur, il a montré au vendeur 3 pierres de monstre de niveau supérieur à 20. Mais le vendeur a commencé à demander à Arthur comment il avait pu obtenir de telles pierres sans aucun équipement, ce à quoi Arthur a répondu que c'était grâce à son habileté qu'il avait pu obtenir tout cela. Et avec l'aide des yeux des gargouilles qu'il a ramassés avant de quitter le donjon et pour ces pierres, il peut obtenir une récompense suffisante pour vivre dans la ville pendant un certain temps. Et au même moment, le marchand a commencé à dire qu'il recevrait pour cela 500 pièces d'or. Mais Arthur ne comprenait pas s'il plaisantait,
car dans la capitale, on paierait ces ingrédients 20 fois plus cher. Mais soudain, le marchand a répondu à Arthur d'y aller, et d'y aller puisqu'il voulait obtenir une quantité suffisante, et a continué à dire qu'ils ne sont pas dans la capitale, mais dans la ville oubliée d'Otfield. Et peut-être qu'il a réellement volé ces pierres quelque part. Il ne sait pas. Et dans le quartier général de cette guilde, il ne vérifie pas le niveau de l'aventurier iranien et il ne se soucie pas non plus de savoir s'il a obtenu ces pierres légalement ou non. Et s'il arrive même complètement couvert de sang, personne ne le regardera avec une faux. Et si quelque chose ne lui convient pas, il peut partir et chercher un acheteur qui le paiera davantage et posera des questions raisonnables. Après avoir pris ses 500 pièces, Arthur a commencé à partir en se disant qu'il s'était simplement fait rouler et que cet argent lui suffirait au mieux dans quelques jours. Et il ne connaît pas du tout la population locale, il ne sait donc pas vraiment comment négocier. Mais dès qu'Arthur a franchi la porte, un type est venu à sa rencontre en prononçant les mots que le nouveau venu avait oubliés. Mais Arthur s'est retourné et a commencé à demander à ce type ce qu'il voulait. Ce dernier a commencé à dire qu'il s'appelait Jeff et qu'il était un aventurier local. Tout le monde ici le connaît. Il y a beaucoup de nouveaux venus et il ferait mieux d'apprendre les règles locales. Mais Arthur ne comprenait pas de quelles règles il parlait et s'il était possible de lui faire confiance. Mais soudain, ce type s'est mis à sourire étrangement. Et au même moment, il plaqua Arthur contre le mur. Mais Arthur n'arrivait pas à comprendre ce qu'il attendait de lui et pourquoi il faisait cela. Mais Jeff a commencé à dire à Arthur de lui donner l'argent pour les pierres qu'il avait volées et qu'il couvrirait toujours ses arrières. Arthur n'aimait pas le fait que ce type allait le faire chanter et que d'autres personnes l'attendaient dans une telle ville. Et soudain, Arthur lui a dit de se retirer parce qu'il n'avait pas besoin de ces mots. Mais Jeff pensait qu'un faible comme lui ne tiendrait pas une minute ici. Mais Arthur a frappé ce type d'un léger mouvement de la main, lui faisant perdre l'équilibre et commencer à tomber face contre terre. Ou sur le sol, il a commencé à crier à Arthur comment il avait osé le frapper. Mais les gars qui se tenaient à côté de lui ont commencé à se moquer du beau Jeff parce qu'il ne pouvait pas faire face au squelette ambulant ou peut-être qu'il a juste glissé. Mais Arthur ne veut pas perdre de temps et commence à demander à Jeff ce qu'il sait vraiment du 20e niveau. Mais Jeff a commencé à sortir son épée et à parler à notre héros pour qu'il tienne bon. Il répondra de tout. Mais Arthur ne pouvait pas comprendre qu'il envisageait sérieusement de l'attaquer avec une arme, entouré de témoins. Au même moment, d'autres hommes ont commencé à s'approcher de Jeff pour lui dire de se calmer et de se calmer. Mais il ne voulait toujours pas reculer, criant qu'il allait donner une leçon à ce gamin. Mais Arthur se rend compte qu'il doit agir, et s'est précipité sur ce type. À l'aide de coups de seau, il lui a arraché son arme des mains. Mais Jeff n'en croyait pas ses yeux de voir qu'il avait une telle force alors qu'il avait l'air si petit et si mince. Mais Arthur a décidé qu'il était temps pour lui de regarder autour de lui avant qu'il ne soit trop tard. Et après lui, Jeff a commencé à crier où il allait. C'est un lâche et la prochaine fois, il le tuera. Mais après avoir couru quelques rues et tourné le coin, Arthur décida qu'il pouvait le vaincre, mais il ne voulait pas gaspiller de mana supplémentaire pour ce mana stupide, sinon son déguisement serait rapidement révélé, et apparemment, vivre ici serait beaucoup plus difficile que dans le donjon. Dès la tombée de la nuit, Arthur est déjà dans l'hôtel le plus proche et, assis dans la chambre, il commence à réfléchir au fait que, même dans le donjon, il n'est pas aussi fatigué qu'il l'a été aujourd'hui. Et finalement, il a pu payer l'hôtel, acheter une épée et une cape, mais il avait l'impression que ces objets avaient déjà été utilisés avant lui. Et il a pu trouver la chambre la moins chère et la plus simple pour restaurer son mana pendant la nuit. Il devra cependant collecter des informations sur la ville. Ensuite, il est retourné chasser dans le donjon et grâce à ses compétences, il a pu s'installer parmi les gens. Et le lendemain, dans l'une des églises, le prêtre a commencé à demander à Shelley si elle était sûre de devoir leur donner la somme d'argent qu'elle pouvait dépenser pour ses besoins. Mais Shelley, tenant l'enfant dans ses bras, commença à répondre que le Saint-Père ne s'inquiéterait pas et qu'elle gagnerait certainement encore plus d'argent à son retour dans la capitale. Mais le Saint-Père lui a répondu que même s'ils étaient reconnaissants de ses dons, elle pouvait dépenser l'argent pour ses propres besoins.
et elle devrait oublier cette ville, un terrible souvenir. Mais Shelley ne comprenait pas de quoi il parlait car elle n'oublierait jamais cette ville. Après tout, après l'attaque des monstres, ce sont eux qui l'ont élevée dans cette église. Et ses jeunes frères et sœurs vivent ici, et elle s'occupera certainement d'eux. À ce moment-là, un petit garçon s'est approché de Shelley et a commencé à lui demander si sa sœur était une aventurière célèbre dans la capitale, ce à quoi elle a répondu que sa sœur était naturellement l'une des aventurières les plus cool. Mais le garçon espérait que la capitale les aiderait à faire face au trou de la catastrophe. Mais Shelley a répondu pour qu'il en soit sûr, parce qu'ils allaient certainement régler le problème. Et un peu plus tard, Shelley a commencé à dire au Saint-Père qu'elle partirait et qu'ils devraient tous prendre soin d'eux. Mais le Saint-Père lui répond qu'il lui demande aussi de prendre soin d'elle, car elle est, après tout, une aventurière. Mais à ce moment-là, Arthur marchait dans la rue et commençait à réfléchir au fait qu'il ne pouvait finalement parler à personne et que dès qu'il essayait d'entamer un dialogue avec quelqu'un, on le regardait comme un idiot. Il devrait peut-être ramasser plus de pierres sur les monstres et les vendre dans la capitale, mais il a quand même décidé que c'était trop risqué et qu'il y avait beaucoup de sécurité autour de la capitale. Oui, et ils dépenseraient beaucoup d'argent pour s'y rendre. Et dans la capitale, ils l'attraperont rapidement s'il leur semble suspect, alors qu'ici, il peut se promener sans que personne ne le regarde de travers. Et plus encore dans la capitale, il peut tomber sur des connaissances qu'il ne souhaite pas croiser et qui se mettront soudain à crier qu'il est mort dans le donjon et qu'il a marqué des points dans la capitale. Mais malgré tout, dans cette ville, Arthur se rend compte qu'il ne gagnera pas beaucoup d'argent. Mais soudain, en marchant dans la rue, Arthur a vu qu'une fille se tenait devant lui. Et dès qu'elle l'a remarqué, elle s'est mise à sourire étrangement. Mais Arthur, debout devant elle, n'en croyait pas ses yeux d'avoir rencontré cette fille-là. Et Shelley a commencé à dire que c'était le même garçon qui lui avait sauvé la vie. Mais cette même panique se lisait sur le visage d'Arthur qui ne comprenait pas ce qu'elle avait oublié ici. Et avec un regard brillant, elle a commencé à demander à Arthur s'il se souvenait d'elle. Après tout, ils se sont rencontrés dans une grotte et il les a héroïquement sauvés, elle et ses camarades, du roi des gargouilles, et elle ne pouvait pas penser qu'ils se reverraient si vite, mais Arthur n'avait pas du tout l'intention de la revoir. Mais elle était heureuse de rencontrer le héros qui a sauvé la vie dans sa ville natale, et le destin n'en a pas voulu autrement. Arthur commence à se souvenir du nom de cette fille, mais soudain il se souvient qu'elle s'appelle Shelley, et que dans leur équipe, elle a le niveau le plus bas, le 18e, autant qu'il s'en souvienne exactement. Après tout, il pouvait encore l'espionner de derrière la pierre. Mais Arthur ne comprend toujours pas ce qu'elle fait ici. Ces types ne donnent pas l'impression d'être des criminels et ils doivent arriver de la capitale. Si Arthur se tient maintenant debout et reste silencieux, il éveillera encore plus de soupçons et il doit d'une manière ou d'une autre lui échapper le plus vite possible. Mais Shelley a commencé à demander que cette fois-là, il ne s'était jamais présenté et quel était son nom de toute façon. Mais soudain, Arthur se retourne et commence à s'enfuir en disant qu'elle lui pardonnera, mais qu'elle a quand même commis une erreur. Mais Shelley hurle à Arthur d'arrêter. Et soudain, elle se souvient des paroles du chef qui avait dit qu'il avait beaucoup de questions à poser à ce type car il pourrait s'agir d'un criminel en fuite. Et le fait que Frank avait peut-être en partie raison en disant qu'il pouvait être ordinaire. Cela explique son séjour dans cet endroit. Mais tout de même, après tout, elle n'allait pas fouiller dans le passé d'Arthur. Elle voulait juste le remercier de l'avoir sauvé. Arthur ne comprend pas pourquoi elle le poursuit et devine-t-elle vraiment sa vraie nature. Mais pas une longue poursuite a conduit au fait que Shelley a encore perdu Arthur. J'ai arrêté. Elle ne comprenait pas où il avait disparu, car bien qu'elle soit rapide, il s'avérait beaucoup plus agile. Et le fait qu'elle se soit retrouvée dans une ruelle et qu'elle n'ait pas compris de quel côté il s'était enfui. Eh bien, Arthur, tout en s'enfuyant, s'est retrouvé dans une sorte d'impasse. Mais il s'est avéré qu'à cet endroit, il semblait n'y avoir personne d'autre que cette fille. Et maintenant, il veut s'éloigner d'elle en se cachant derrière le mur. Mais soudain, Arthur se mit à grimper sur le mur. Il lui restait encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre le sommet. Mais soudain, il s'aperçut que son épée commençait à se détacher de sa cape et à tomber sur le sol. Et Arthur n'arrive pas à croire que son épée, d'une valeur de 240 pièces d'or, lui échappe.
Il n'a eu qu'à sauter après elle, mais il n'a pas pu l'attraper, pas plus qu'il n'a pu la grouper correctement pour qu'elle atterrisse. Il a commencé à saisir le sol derrière son dos et à parler de la raison pour laquelle il avait sauté d'une telle hauteur. C'était une sorte d'imprudence. Mais soudain, il s'est avéré que la fille de Shelley l'avait trouvé et a commencé à lui demander d'où il avait dit qu'il avait sauté. Mais Arthur se rend compte que pour l'instant, il n'en a pas envie. Mais soudain, la jeune fille a commencé à s'excuser d'avoir couru après lui et de l'avoir apparemment effrayé. Après tout, elle n'en voulait pas du tout, mais Arthur lui a répondu qu'elle ne devait pas le prendre à la légère, car il avait lui-même commencé à me fuir. Et soudain, il a demandé à Shelley qu'elle n'allait vraiment pas fouiller dans son passé. Mais Shelley répond que bien sûr que non. Elle se fiche de ce qu'il a fait dans le passé, mais l'important est qu'il les ait sauvés, elle et ses amis, dans le donjon. Arthur commence à penser qu'il a peur de rencontrer ses amis parce qu'il pourrait avoir un monstre en lui. Cependant, cette fille est la seule de tous les habitants du quartier à vouloir lui parler, et elle est si gentille avec lui par rapport à ceux qui l'entourent. Mais Shelley a tout de même redemandé si elle pouvait connaître son nom, à laquelle il a déjà répondu qu'il s'appelait Arthur Clank. Ce à quoi Shelley répond que c'est un très beau nom, mais Arthur espère toujours qu'il ne regrettera pas de s'appeler par son vrai nom. « Et pourtant elle s'appelle Shelley », demanda Arthur. « Mais que fait-elle dans cette ville perdue ?» Mais immédiatement après ces mots, Arthur s'est excusé parce qu'il n'a pas pensé, peut-être que ce n'est pas son affaire. Il se peut donc qu'elle ne réponde pas, mais Shelley a répondu que tout allait bien. Et en fait, elle vit dans la capitale et vient ici pour rendre visite à sa famille. Après tout, c'est la ville où elle est née. Et elle rend visite à sa famille une fois par an, et à chaque départ, la ville devient de plus en plus dangereuse. La ville natale de Shelley était remplie de monstres après la surpopulation du donjon voisin. Et Arthur s'est alors rendu compte qu'il avait fait de cette ville un refuge pour les criminels. Arthur commence à dire que c'est la première fois qu'il vient ici, et que cette ville a toujours été dangereuse, puis il pose une question. Ce à quoi Shelley répond qu'il s'agissait autrefois d'une ville prospère, bien sûr sans commune mesure avec la capitale de leur royaume, mais que la vie y battait son plein et que les citadins aimaient cette ville de tout leur cœur. Mais près de cette ville, il y avait un donjon où il y avait une surpopulation de monstres dans ces années-là. Elle était encore une enfant, et les habitants étaient incapables de prévenir la menace qui se développait. Et à un moment donné, des camps de monstres se sont formés à la périphérie de la ville et sur les routes commerciales. Le commerce s'est progressivement étiolé dans cette ville et toute la noblesse s'est dispersée dans d'autres villes. Et finalement, de nombreux joueurs ont quitté cette ville et ont été remplacés par des criminels qui ont commencé à protéger la ville des monstres, faisant de la réponse un lieu de voleurs et d'anarchie. Et bien que les criminels protègent les civils, ils ne les considèrent pas comme des personnes. Ils leur extorquent toujours de l'argent alors que les habitants ont déjà peu d'argent. Et elle rêve de devenir une aventurière de premier ordre et d'apporter la paix et la tranquillité à cette ville en la faisant revivre. Mais Arthur a été complètement choqué par cette histoire, car il ne pouvait même pas imaginer qu'une telle horreur se produisait ici. Et à cette époque dans l'église que Shelley a récemment quittée. Le garçon a commencé à dire au Saint-Père que, dès qu'il serait adulte, il s'intéresserait lui aussi à la ville et la protégerait avec sa petite sœur. Après tout, il dispose désormais d'une compétence très utile sous la forme du feu, et il travaillera dur et donnera tout l'argent qu'il gagne à l'Église, aidant ainsi sa famille et le Saint-Père. Le Saint-Père a vu que son désir toucherait Shelley au plus profond de son âme. Mais soudain, des hommes ont commencé à s'approcher de la porte d'entrée de l'église. Et le Saint-Père a remarqué ces boules, mais a commencé à penser qu'il n'attendait personne d'autre aujourd'hui. Et soudain, la porte s'est ouverte très brusquement dans des directions différentes. Et quelques gars ont commencé à entrer avec un dragon rouge sur leur cape. Et le petit garçon commença à demander à son oncle No qui ils étaient. Mais ces gens ont commencé à dire que dans cette ville, ils savent comment surprendre et qu'ils ne pouvaient pas penser que cette église, qui avait été détruite et transformée en déchets, fonctionnait encore. Le Saint-Père a immédiatement attiré l'attention sur leur symbole sur la cape. Je n'avais pas compris que ces personnes étaient des représentants du gang du Dragon Rouge qui contrôle la ville.
et les bandits ont commencé à demander grand-père. Après tout, ils ont de moins en moins de travailleurs chaque jour et ils ne sont pas sous le sabre où il est contre eux. Après tout, ils ont beaucoup d'enfants capables ici. Et ils ont des ordres d'un gang de quartier ici et il n'y a pas moyen de sortir. Après tout, il sait ce qui se passera s'il refuse de coopérer avec eux.